Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire VetinWeb. Aujourd'hui, on va parler de recommandations nutritionnelles et de vente de la reco Crokit à la vente sur votre e-boutique MyVetShop. Comment conclure positivement une recommandation nutritionnelle, comment inciter sans forcer et surtout comment transformer un conseil en une vente concrète et bénéfique pour votre structure. Donc, c'est Freddy Pérez qui est notre intervenant aujourd'hui. Il est directeur général d'Aniserve et directeur général d'Esprivet. Et c'est lui qui va traiter ce sujet durant 45 minutes environ. Vous pourrez poser vos questions sur l'onglet chat tout au long de l'intervention et il y répondra à l'issue de son intervention. Voilà, Freddy, je te laisse toute la place. Merci encore à toi. Merci Esther. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de passer un peu de temps avec vous aujourd'hui sur cette thématique. Alors, en effet, imaginez-vous avoir travaillé dur avec un propriétaire pour comprendre le besoin de son animal, le besoin du propriétaire, lui avoir consacré du temps pour répondre à ses questions. Et là, vous pouvez avoir le sentiment d'avoir tout fait pour qu'il veuille, entre guillemets, faire affaire avec vous. Et tout porte à croire que votre interlocuteur est plutôt content, plutôt satisfait du travail, entre guillemets, que vous avez fait avec lui, du temps que vous avez passé. Pourtant, la concrétisation attendue n'arrive pas, ce qui est l'objet de pas mal de frustrations. Puis, lors peut-être de futures consultes ou de visites du client à la clinique, vous faites un suivi du sujet, sorte de pseudo-relance sur le thème de la nutrition, mais votre interlocuteur, vous sentez qu'il ne semble plus considérer le sujet avec vous. Autre tableau, c'est que le plus souvent aussi, on n'ose pas reparler du sujet, de peur de paraître insistant, de donner l'impression de vouloir faire du commerce, ou d'autres encore remettre une louche d'expertise, de technique, de science, et finissent parfois par tout perdre, parce qu'ils peuvent être jugés insistants, culpabilisants, ou autre encore impression négative. Alors, vous avez sans doute vécu ces situations plus d'une fois, hein, et est-ce que vous avez pour autant été toujours en mesure de comprendre ce qui a pu faire faillir la démarche, qui aurait fait que ça ne va pas jusqu'au bout? Ça, c'est moins certain. Bonjour à tous à nouveau, soyez les bienvenus. Moi, je suis très heureux de passer un peu de temps aujourd'hui à partir de ces situations que je viens de décrire. Pour me présenter très rapidement, donc je m'appelle Freddy Pérez, j'ai été consultant pendant un peu plus de 25 ans, essentiellement dans la santé animale, et après avoir travaillé pour des labos, pour des vétos, pour des ASV, entre autres, sur des sujets d'ailleurs de vente des produits et des services de la clinique. J'ai travaillé comme directeur commercial pendant 5 ans dans un laboratoire, avant d'avoir la direction générale d'un groupement Esprivet Aniserve. Voilà, pour me présenter assez rapidement. Alors, est-ce qu'on sait suffisamment que les gens, que les propriétaires, nos clients achètent déjà quelque part un peu la personne, l'ASV ou le veto, avant d'acheter un produit, un service ou même notre clinique? Parfois, c'est possible qu'un client potentiel dise qu'il n'a pas apprécié la personne, l'ASV ou le veto, la relation. Et à ce moment-là, ça serait peut-être assez facile, ou pas d'ailleurs, de se dire le client ne m'aime pas. En réalité, ce que les gens mettent, les propriétaires mettent dans l'appréciation de leur interlocuteur, ASV ou veto, est très variable. Mais ce n'est pas nécessairement associé à votre personnalité, mais plutôt à notre posture dans notre rôle. Et en l'occurrence, ici, dans ce rôle, lorsque nous évoquons la nutrition. Parfois aussi, pour se débarrasser du sujet, vous pouvez vous dire, et ça je l'entends évidemment fréquemment, le client s'en fiche, ou alors encore il ne comprend rien. Et ces trois réactions sont finalement peu propices à un questionnement sur notre façon de faire, et ça sera peu susceptible finalement de nous faire progresser, puisqu'on rejette la faute sur notre client. Il ne m'aime pas, il s'en fout, il ne comprend pas,
il n'a pas le temps, il n'a pas les moyens financiers. On pourrait ajouter à cette longue liste qui fait que on se remet peu en question, même si ces points-là peuvent être vrais pour certains clients, et on se remet peu finalement en question. Ce que je vais vous proposer pendant notre cheminement aujourd'hui ici, c'est de voir quels peuvent être les facteurs, une dizaine, parce qu'il faut être raisonnable en timing, qui font que les clients potentiels décident de ne pas acheter et par là même faire émerger quelques pistes là d'amélioration, de voir comment on peut faire en sorte précisément comment on fait passer de la recommandation Crokit à la commande MyVetShop. Alors, une dizaine de points que je vais aborder avec vous, et en effet, comme le précisait Esther, vous avez la possibilité tout au long de cette présentation de noter vos questions dans le chat et j'aurai l'occasion, si j'en suis capable, d'y répondre à la fin. Premier point que je voudrais aborder, ce qu'on pourrait appeler la valeur. Le propriétaire n'a peut-être pas donné une valeur importante à l'interaction qu'il a eue avec vous. Même si vous lui avez consacré du temps, il vous a peut-être davantage considéré comme un technicien qui fait son job de technicien, ou à l'opposé peut-être comme un vendeur, plutôt qu'un conseiller en nutrition. Et là, ce point, il est fondamental pour son adhésion dès le départ et pour la transformation en acte d'achat. Est-ce qu'il va vous écouter un peu comme un professeur? Est-ce qu'il va être dans la méfiance a priori parce qu'il est à faire un vendeur? Donc ce point est fondamental parce qu'il s'agit au final de la légitimité que le client nous accorde. Avant même de se sentir légitime ou d'être légitime parce qu'on est formé sur ces points-là, il s'agit de la légitimité que nous offre notre interlocuteur. Alors, les causes possibles, c'est que peut-être vous êtes resté dans une conversation superficielle sur le besoin, il ne vous a pas accompagné, le client, sur le chemin que vous avez emprunté, ou les caractéristiques de votre produit développées de manière complexe, ou encore le prix de vos croquettes, sont parfois restés les seuls sujets abordés à un niveau un peu de technicien ou de scientifique. Autre point, autre cause aussi, c'est que vous n'avez peut-être pas réussi à poser des questions auxquelles le propriétaire n'avait pas la réponse. Or, ce point-là, il est fondamental, il est déterminant pour lui montrer que vous allez et que le produit va combler un écart en l'achetant, en l'utilisant, en passant à l'action par rapport à son animal. Et non pas seulement en comprenant ce que vous lui dites. Comprendre, c'est bien, se faire comprendre, c'est bien, mais être capable de donner une impulsion et faire agir en fonction de votre recommandation, c'est tout le sens de votre démarche. Sinon, finalement, vous êtes sur une sorte de succès d'estime et ce que vous dites plaît, mais ce n'est pas suffisant puisqu'il faut, si je peux le dire comme ça, donner suffisamment d'énergie à l'interlocuteur pour qu'il aille jusqu'à une commande. Et dernier point aussi, dans les causes possibles, c'est que vous êtes allé trop rapidement à la vente avec une sorte de déballage digne des marchés du dimanche matin, où vous avez voulu peut-être faire de la quantité, à combien de personnes je déballe Crokit, et finalement on veut générer une forme de soumission commerciale où la manipulation elle est facilement perçue et on est démasqué comme quelqu'un qui veut vendre un produit. Donc ce point, ce premier grand point sur la valeur, c'est un point extrêmement important. Deuxième point que je voudrais aborder avec vous, c'est un point qu'on pourrait nommer la résistance. La résistance dans une relation où il y a la vente d'un produit, d'un service commercial, est presque systématique dans ce cadre-là. Elle n'est pas toujours détectée par l'ASV ou le veto parce qu'elle est le plus souvent passive, subtile, mais on doit garder à l'esprit le fait qu'elle est toujours présente, même lorsque la personne est séduite par un produit.
et parfois elle est décelée, mais mais elle n'est pas toujours par le client adressée de manière explicite, communiquée, dite par ce propriétaire. Alors, il nous la laisse parfois deviner, en espérant que l'on comprenne à demi-mot, mais il n'est pas toujours facile pour le client de parler du prix, d'une objection ou de ce à quoi il tient. Et donc ça, c'est une des erreurs qui fait le plus souvent rater la concrétisation, c'est ne pas admettre qu'a priori, il y aura toujours une forme de résistance, le fait de ne pas la sentir, de ne pas savoir de quoi il s'agit, ne permet pas de la faire émerger, de la traiter. Donc ça, c'est une cause qui met l'ASV et le vétérinaire dans une impossibilité de comprendre ce qui se passe. Ce qui fait dire j'ai pas compris, ils s'en foutaient, je ne sais pas ce qui va se passer, ou on n'a pas de prise et on ne comprend pas la raison pour laquelle l'autre ne va pas jusqu'à l'acte d'achat. Alors, les raisons pour lesquelles un propriétaire résiste peuvent être multiples et vous ne pouvez pas anticiper ou supposer ces résistances-là. Donc, l'idée, c'est de permettre au client potentiel de formuler ce qui cause ça ou ces résistances, parce que cette confrontation, dans le sens positif et noble du terme, est incontournable. Faire un déballage jusqu'au bout, lui faire une recommandation et espérer qu'il aille transformer son information, sa formation entre guillemets, en acte d'achat, et ne pas s'arrêter sur les résistances possibles, eh bien c'est dommage, c'est une mauvaise idée et on ne peut pas avoir là le sentiment du travail bien accompli. Alors les causes possibles, c'est que le client a peut-être peur de prendre une mauvaise décision et donc il résiste, ou vous ne remarquez pas une résistance et vous la laissez s'installer à votre insu, ou encore vous remarquez une résistance mais vous allez vouloir aller plus vite, ou vous ne savez pas comment vous en dépêtrer, ou pensez que peut-être même qu'elle va disparaître avec le temps, et ce qui fait redoubler parfois ASV et Veto d'arguments un peu assommants, qui pour le coup font déballage, ou encore vous n'aimez pas qu'on vous résiste, et vous en faites quelque part une affaire personnelle, et pour le coup vous faites d'une résistance sorte d'obstacle, et le client peut devenir un ennemi parce que il ne s'implique pas dans la nutrition, c'est un mauvais propriétaire, etc. Et puis, on en vient à une forme de fâcherie. Deuxième point, donc, ici, à savoir la résistance. Un troisième point que je voudrais aussi aborder, assez fondamental dans une relation commerciale, c'est ce qu'on peut appeler les attentes. Comme dans beaucoup d'autres circonstances, à la clinique, un propriétaire qui vous rencontre aura probablement des attentes, parce qu'une histoire que lui seul connaît, mais qu'il s'attend à voir satisfaite, même sans le formuler explicitement. Si vous n'avez pas connaissance de ces attentes particulières, spécifiques, et si ce travail-là n'est pas fait pour chaque client, et que vous ne posez pas de questions au sujet de l'environnement, du contexte, quelque part un peu de l'historique, il y a de grandes probabilités que pour qu'il se crée un fossé entre ma vie de propriétaire avec mon animal et ce qu'on me raconte ici. Encore une fois, ça va générer un succès d'estime en disant ouais, c'est bien dans l'absolu, mais je ne me sens pas concerné. Donc, fossé entre ce que le client attend de vous, une sorte d'individualisation de la proposition, du produit, quelque chose de spécifique pour mon animal, et ce que vous allez lui recommander, est-ce qu'il y a une forte adéquation? Vous allez, pour prendre un exemple concret, être un peu moins conceptuel, c'est que vous allez peut-être offrir au client de la technique, de la science, au lieu de le rassurer, par exemple, sur la transition alimentaire à opérer. C'est le genre de cas fréquent, c'est que j'ai un certain nombre de peurs et de craintes, et en fait, elles ne sont pas mises en avant, elles ne sont pas solutionnées, parce qu'en fait, les attentes ne sont pas perçues. Pourtant, concernant toutes ces attentes, en tant qu'ASV ou Veto, sur ces attentes
potentiels des clients, vous avez les capacités, la formation, le savoir, les compétences et vos produits, vos outils et votre combo Crokit MyVegShop est en capacité à répondre à tout ça. Mais faut-il le sortir d'une pure mécanique pour le faire entrer dans une adaptation spécifique et singulière aux attentes de notre interlocuteur? Alors, les causes, c'est que, une conséquence, c'est qu'on va avoir un propriétaire qui se sent ni écouté, ni compris, parce que ses attentes ne sont pas satisfaites. Vous, de votre côté, vous cernez mal le client et faites parfois carrément un hors-sujet. Alors, avec autorité, souvent d'ailleurs, il y a un décalage entre l'attitude vis-à-vis d'un ASV ou d'un vétérinaire. C'est que face à un vétérinaire, l'interlocuteur va se soumettre et écouter poliment et gentiment, bien que paraît-il, c'est de moins en moins le cas, jusqu'au bout. Mais en fait, il va y avoir un hors-sujet dans votre compréhension de sa problématique, donc de la solution proposée. En tout cas, c'est le sentiment que le propriétaire aura. Par conséquent, vous identifiez pas le bon problème, pas la bonne solution, et tout s'arrête à la recommandation. C'est-à-dire qu'encore une fois, poliment, on est allé jusqu'à ce moment-là, et il n'y a aucune raison pour votre interlocuteur de concrétiser et d'avoir l'énergie d'aller jusqu'à MyVetShop, et quand bien même vous l'aideriez pour ça. Donc, vous percevez là une non-adhésion, et c'est d'ailleurs vous-même qui stoppez l'élan. C'est-à-dire qu'on voit que, par exemple, l'intérêt non-verbal de notre interlocuteur, il ne regarde plus, il n'écoute plus, il est sur autre chose, et donc finalement, vous remballez ou vous accélérez en disant, bon voilà, il n'y a pas d'intérêt. Encore une fois, c'est votre rôle de soumettre votre interlocuteur à un fil dans lequel il sent que votre première préoccupation, ce n'est pas de vendre, mais c'est de satisfaire ses attentes. Alors, point complémentaire, un quatrième point dans cette présentation, c'est de dire qu'en fait, l'écoute va jouer un rôle extraordinaire. Parce qu'évidemment, on maîtrise des outils et on peut faire un déballage, mais évidemment, personne n'aime se faire vendre et nos interlocuteurs peuvent sentir facilement si vous entrez dans la peau d'un vendeur et si vous suivez votre propre fil, votre propre démarche, au lieu d'écouter. Donc aujourd'hui, lorsque un propriétaire prend le temps d'échanger avec vous, c'est qu'il est arrivé finalement au bout de la partie d'un processus d'achat qu'il peut faire seul. C'est-à-dire que vous, ce que vous voulez, c'est lui montrer un point, lui apporter une plus-value, une valeur ajoutée. Il a donc besoin d'entendre et de faire émerger une problématique avec vous, des contraintes auxquelles il n'a pas pensé consciemment, des objectifs qu'il n'a jamais posés, et éventuellement des craintes. Et tout ça, évidemment, pour que ce soit entendu, il faut que vous puissiez montrer une forme de disponibilité. Tenter de caser quelque chose qui est perçu comme un questionnaire et le développement d'une démarche que vous devez à tout prix mener tambour battant, évidemment, ne montre pas une attitude d'écoute. Alors là, les causes, c'est que vous pensez peut-être être en contrôle de la discussion, ou même en contrôle de l'individu qui est en face de vous. Vous avez peut-être acquis avec les outils une aisance qui fait que vous faites un peu les questions et les réponses. Peut-être également que vous écoutez une petite voix intérieure, c'est-à-dire la préparation de ce que vous avez à demander juste après, où vous avez déjà peut-être la réponse au lieu d'écouter le propriétaire et vous manquez, pour le coup, on passe au travers de morceaux importants, de propos importants dans le message et des mots qui pourtant vont vous faire passer à côté d'une recommandation concrétisée. C'est bien avec les mots du client qu'on va pouvoir faire cette transformation. Si je ne les ai pas parce qu'en fait j'étais exclusivement sur mon fil, évidemment, ça va être compliqué de faire concrétiser. Cinquième point que je voudrais aborder, c'est tout simplement le point lié à la relation
que l'on est capable de créer. Pour qu'un propriétaire envisage de mettre en mouvement votre recommandation avec vous, avec votre aide, vous devez développer un niveau de rapport et de relation suffisamment fort. Ce rapport se bâtit habituellement au travers d'un partage qui doit être, encore une fois, non porté sur un formulaire ou une appli, mais un véritable échange. Votre intérêt pour le sujet de la nutrition, la personne, son environnement, l'environnement de l'animal. Ce sont des signes qui, pour le coup, sont extrêmement perceptibles et donnent envie ou pas de passer à l'acte d'achat. Vous entrez dans n'importe quel commerce, vous serez décelé, ou chez un restaurateur, vous serez tout de suite décelé un intérêt authentique et sincère sur le métier que fait la personne, ses produits ou services, la manière dont il s'investit dedans. Et c'est ça, quelque part, qu'on achète. Donc, lorsque le client a le sentiment qu'il partage avec vous des valeurs communes autour de la nutrition, du prendre soin de l'animal, alors la relation peut s'établir. On y consacre du temps, de l'énergie, de l'intérêt. Eh bien, en fait, là, ici, on voit que c'est la dynamique gagnante pour faire concrétiser l'interlocuteur. Parce que si la relation n'est pas suffisamment établie, le client ne voudra pas aller de l'avant avec vous. Il va rester immobile dans une écoute passive de votre recommandation, passif à la recommandation, il ne vous aidera pas à la transformer. Et évidemment, vous êtes co-responsable, vous et le propriétaire, pour l'embarquer dans une dynamique qui doit aller au-delà de l'échange que vous allez avoir là en face à face. Et pour ça, il doit pouvoir se dire que le sujet est important pour vous, qu'il partage dorénavant ce point de vue avec vous, et qu'en fait, sur la démarche, vous êtes investi et vous avez compris le contexte particulier de votre interlocuteur. Sixième point que je voudrais aborder avec vous, c'est que quelquefois, l'ASV ou le vétérinaire est trop arrangeant. Ce que j'entends par là, c'est qu'en vente, il faut trouver toujours le bon équilibre entre être capable de répondre, comme je l'ai évoqué, j'ai insisté là-dessus, aux attentes, aux besoins des clients, et se positionner de manière adéquate pour gagner une forme d'autorité, entre guillemets, de respect. Trop souvent, les vétérinaires vont placer la flexibilité ou l'empathie ou la capacité à accommoder les demandes du propriétaire en haut de leur liste de priorités lors de l'échange. Ça signifie que si le client vous perçoit avant tout comme quelqu'un qui veut lui faire plaisir, vous n'allez pas donner envie d'être suivi. Le contraire existe également, avec aucune empathie, une attitude de forcing, un peu de rentre-dedans, ce qui n'est pas ma recommandation. Mais l'idée, évidemment, c'est de ne pas avoir une relation trop molle, trop flexible, trop empathique, et d'avoir à l'esprit l'intérêt supérieur de l'animal, et en se disant, je dois avoir une certaine force, une certaine puissance dans ma recommandation, parce que, en fait, souvent dans les causes, c'est qu'on est trop affecté par le besoin d'approbation, le besoin d'être aimé, ce qui fait pour certains d'entre nous, sur d'autres sujets, faire beaucoup de gratuité, je ne vous compte pas ceci, cela, parce que ça nous pousse à chercher l'appréciation au lieu du respect, entre guillemets. Donc, votre posture de vente trop faible fait qu'on a des difficultés à s'affirmer, entre guillemets, de façon positive, en ayant fait une recommandation solide, crédible, suffisamment forte pour que le propriétaire ait envie de la transformer. D'ailleurs, sur ce point, septième point que l'on pourrait spécifiquement appeler l'autorité,
c'est qu'en lien avec cette posture de vente, l'autorité est aussi en lien avec un niveau de crédibilité qui devrait être supérieur à d'éventuels concurrents ou fournisseurs d'aliments actuels du propriétaire. Par exemple, il faut que je puisse, en termes d'autorité, être capable de passer au-dessus, par exemple, du marketing, de la publicité de la télé, des réseaux sociaux, d'Internet, de mon supermarché, de ma voisine. Si vous n'êtes pas en mesure de vous positionner comme un expert dans votre domaine en soulevant des questions que personne d'autre a été capable de soulever, ou des points de vue, des éclairages qui dépassent ce que le propriétaire connaît déjà, vous ne serez pas vu comme ayant un apport de plus-value, de valeur ajoutée. Il va vous situer, il va interpréter qu'il y a une compétence supérieure ailleurs. Par exemple, la preuve, on le voit à la télé. La preuve, ma voisine le fait, elle a de magnifiques chats. La preuve, sur les forums ou les réseaux sur lesquels je suis, on ne parle pas de cet aliment, etc. Donc, ici, lorsque vous n'êtes pas suffisamment consultatif dans votre démarche de vente et restez à la surface, dites ce que les autres disent, évoque ce que les autres évoquent, questionne sur les mêmes questions, dans ce cas, vous rasez un peu les murs, vous n'augmentez pas la plus-value perceptible, que tout le monde d'ailleurs ne percevrait pas, hein, mais pour le moins, vous ne montez pas d'un cran et je serais tenté de dire vous êtes comparable. Et on fait parfois pas le figure dans une démarche un peu stricte, fondée, etc. Et c'est compliqué, encore une fois, d'être perçu avec une plus-value, une valeur ajoutée. Et dans ce cas, cette comparaison nous est quelquefois, dans la plupart des cas d'ailleurs, plutôt défavorable. 8e point que je voudrais aborder avec vous, pour améliorer cette concrétisation croquis transformée par MyVetShop, ce sont les supports, la pédagogie également. Parfois, les propriétaires n'adhèrent pas à ce que la clinique présente comme contenu, des brochures, des présentations, des catalogues, des vidéos, que sais-je encore. Et c'est ce qui peut pousser sur des gens sensibles aux médias, dans le sens large du terme, à ne pas vous choisir. Si on est maladroit dans le maniement des leaflets et autres brochures, si on est confus, qu'on ne les a pas bossées, qu'elles sont là dans un coin, non utilisées, qu'en fait on en a une approche compliquée, pour ne pas dire complexe, si on surjoue le rôle de remplissage administratif, que la démarche croquis, vous la faites vivre comme quelque chose d'obligatoire ou de lourd, etc., ça va générer au moins inconsciemment un réflexe administratif, passif et qui ne sera pas en mouvement. Ils peuvent aussi également s'attendre à entendre certaines choses d'une plus grande valeur et peut-être qu'ils ne vont pas le lire dans cette lecture comment dire, plate, ce maniement un peu obligé et cette forme de non-implication. Dans une certaine mesure, on devrait contourner ces problèmes en s'adaptant aux attentes. C'est qui a besoin de quoi comme outil, qu'est-ce que je dois utiliser à quel moment. Ça demande un certain entraînement et on doit s'adapter également aux connaissances, aux capacités de nos interlocuteurs. Un déballage un peu systématique, commercial, dans le sens péjoratif du terme, qui est que pour chaque client, je vais dire la même chose au début, montrer le même leaflet après, etc. Cette mécanisation de la démarche est perceptible parce que, évidemment, vous êtes sur votre fil et pas sur celui du propriétaire qui est en face de vous. Donc là, les causes possibles, c'est que vous accordez peut-être trop de temps sur ce qui vous semble important plutôt que de proposer
le temps juste et adapté, la bonne dose d'arguments à faire pour votre présentation. Et il faut pour ça observer, écouter, prendre en compte le point de départ de votre interlocuteur pour savoir comment vous pouvez au mieux combler un écart. Si vous entrez trop tôt dans un processus de vente, si vous ne faites pas preuve de pédagogie, si la personne est un peu, pardon du terme, un peu larguée parce qu'en fait la démarche, le coup d'après lui semble être complexe, une usine à gaz, évidemment, ça va être difficile de faire cette transformation. Neuvième point que je voudrais aussi aborder avec vous, c'est ce qu'on pourrait appeler l'agressivité. Parfois obsédé par le résultat, le gain, etc., l'agressivité est trop présente. La vente sous pression et les comportements agressifs, pardon d'enfoncer peut-être une porte ouverte, mais font fuir les clients potentiels et vont nuire sérieusement à votre vente, votre proposition nutritionnelle, mais à la réputation de la clinique et des personnes qui y travaillent. Si on se balade dans une région et qu'on identifie telle clinique comme c'est une sacrée bande de commerciaux, évidemment, c'est loupé. Donc, là, il est possible que la pression pour atteindre des objectifs fasse émerger chez certains d'entre nous qui se piquent parfois au jeu, c'est peut-être pas avec une mauvaise intention, mais fasse émerger des pratiques un peu trop offensives. Donc, c'est nécessaire de les tempérer parce que les clients potentiels sont de plus en plus allergiques à une démarche démasquée qui serait une démarche strictement commerciale. Là, les causes peuvent être quelquefois qu'en fait, comme je l'ai dit, on se prend au jeu. On peut avoir aussi une personnalité un peu offensive et dynamique. On peut être encore, qu'est-ce qu'il peut y avoir, tellement convaincu par un produit, par une thématique de la nutrition, qu'en fait, on ne comprend pas la distance qu'a notre propriétaire vis-à-vis du sujet, alors qu'on trouve ça central. Et vous pensez aussi peut-être trop vente et non conseil, qui aura une conséquence d'achat, et vous pensez peut-être trop produit et non client. Il peut y avoir ces raisons-là. Dixième point que je voudrais aborder, et pour terminer, avant peut-être de vous proposer une sorte de synthèse, c'est ce qu'on peut appeler la culture. Certaines cliniques ont des valeurs et une culture d'entreprise où la nutrition, ce sujet-là, est très fort. Donc, cette culture d'entreprise autour de la nutrition est très forte et l'orientation ou l'environnement sont cohérents et bien sûr, les partenaires choisis, les outils dans ce combo, Crokit, les marques de pet food que vous choisissez, MyVetShop. Donc, dans un processus d'achat, si la personne ne sent pas qu'il y a un alignement entre des valeurs, sous-entendu une croyance forte, ses choix, son interlocuteur qui ne récite pas, on a quelquefois ça dans la clinique, on peut avoir un vétérinaire archi convaincu de l'impact de la nutrition, et puis quelqu'un qui, bon, sans avoir une pensée diamétralement opposée, mais a de la distance par rapport à ça. Eh bien, ces failles, le propriétaire les percevra et il aura du mal à s'engager. Donc là, les causes sont un peu évidentes. C'est que votre clinique n'a peut-être pas suffisamment partagé ses valeurs déjà en interne. Les dirigeants ne voient peut-être pas la même nécessité à s'aligner sur ces points-là, sur ces valeurs. Peut-être que les différents salariés ne les incarnent pas, les vivent de manière superficielle, les subissent parfois, ou il y a des endroits aussi où la direction ne voit pas l'intérêt de cette convergence, de cet environnement propice à un développement de la nutrition. Et peut-être qu'à titre personnel, aux yeux du propriétaire qui est en face de vous, vous n'incarnez pas les valeurs idoines
pour porter ce sujet-là. Vous n'êtes pas très crédible parce que vous n'abordez pas le sujet de manière fluide, par exemple. Alors, j'en ai terminé pour les 10 points qui me semblaient être importants pour vous aider dans cette transformation Crokit MyVetShop. Avant de répondre à vos questions, je vais peut-être terminer par mes propres incitations, pour le coup, ou recommandations. Si je reprends un peu les choses dans l'ordre de ce que j'ai développé avec vous ici. Premier point, c'est ne pas se voir seulement comme un technicien, un expert, un scientifique ou un vendeur, mais comme un conseiller qui mesure son efficacité au nombre de clients qui suivent ses conseils. Être un conseiller non suivi, c'est pas être un bon conseiller, et il y a du travail. Deuxième point, c'est le client va résister, et c'est normal. On ne le dit pas assez à des personnes qui ont des difficultés a priori avec la notion de vente de produits. Donc, cette résistance, il nous faut la souhaiter, c'est-à-dire l'entendre pour qu'elle ne soit pas entendue ailleurs, l'admettre, l'accepter, la comprendre et y apporter des solutions. Donc, en fait, cette objection, cette résistance est un allié, le plus sûr allié. Sans cette résistance-là, il n'y a pas de dynamique ou de fidélité ensuite à un produit. Troisième point, c'est le fait d'écouter le client, parce que c'est le plus court chemin vers l'acte d'achat. Lui poser des questions, orienter notre argumentation, avoir un propos qui est singulier, spécifique. C'est ça qui est attendu pour éviter d'être dans une argue-bateau que je déblatère à tout le monde. Quatrième point, c'est ne pas tenir un rôle sans sincérité. S'intéresser au sujet, à l'environnement du propriétaire, de l'animal, et être capable de projeter le tout. C'est-à-dire, vous m'avez dit, vous faites parce que ceci est important, vous souhaitez être attentif à ça, je vous propose une solution qui comporte telle solution que vous n'avez pas aujourd'hui, allons ensemble. L'idée, quelque part, c'est ça, de projeter le tout, ayant tenu compte, non pas, je vous ai dit, je sais, moi je vous recommande. Cinquième point, c'est le fait de trouver le bon équilibre entre cette écoute des attentes dont je viens de parler et l'intérêt supérieur de l'animal. Être fort, confiant, donc ça veut dire être formé, avoir une bonne connaissance des compétences, parce qu'elles font autorité. Le but de la démarche, c'est pas de faire plaisir, de soustraire, d'être pas cher, d'en enlever. Ils l'ont ça ailleurs. C'est que pouvez-vous ajouter de plus et de mieux pour valoriser votre démarche, votre questionnement, le temps investi. Sixième point, c'est le fait de dépasser, j'y tiens particulièrement à ce point-là, le fait de dépasser ce que le client sait, connaît, apporter de la valeur. Encore une fois, si vous ne posez pas de questions, si ce que vous dites, on l'entend, on le lit ailleurs, si vous n'entendez de vos interlocuteurs que des réponses dans le genre ah oui, on me l'a dit, ah oui, je sais, ah oui, je l'ai déjà entendu, vous n'êtes pas monté d'un cran. Qu'allez-vous apprendre? Comment allez-vous combler un écart? Il ne sait pas aujourd'hui ce qu'il devrait savoir de plus ou de mieux. Et donc, combler cet écart, c'est être capable de le repérer et se dire quelle peut être ma plus-value? Que puis-je lui donner comme élément qui lui donne envie, puisqu'il ne l'a pas fait jusque-là, eh bien, de faire évoluer ses choix et comment est-ce que je peux avoir une influence positive sur mon interlocuteur. Septième point, je crois, c'est le fait de maîtriser ses outils. Parce qu'un maniement d'outils, de leaflets, un écran, une question, etc., doit être fluide.
sans accroc, quelqu'un qui va être dans une lecture d'un truc ou va galérer pour trouver quelque chose sur Internet, etc. Il faut qu'il y ait une fluidité, qu'il y ait une continuité, une sorte de logique, une sorte de nécessité. Donc, pour ça aussi, il faut faire preuve de pédagogie, il faut être capable de guider et de faire avec quand vous savez qu'à un moment, vous devez lâcher. Alors, peut-être que le premier paquet de croquettes, dans une sorte de continuité, en ayant été transparent sur le prix ici, puis le prix ensuite sur ma veille shop. Mais une fois que vous avez joué cette transparence-là, c'est important aussi que la représentation de votre interlocuteur ne soit pas ça va être une galère pas possible, je vais avoir du mal, etc. Donc, l'aide que vous pouvez apporter, les questions que vous pouvez encore poser ici, et le fait de proposer, évidemment, l'accompagnement, le suivi, l'aide technique possible pour s'en sortir dans les cas les plus compliqués chez vos interlocuteurs. Voilà. Donc, en tout cas, maîtriser et un maniement fluide pour que vous ne soyez pas déjà dans une démonstration de quelque chose qui est une galère. Déjà qu'en fait, il faudra faire peut-être une transition, etc. Et qu'on on a peut-être donné un nombre d'informations qui peuvent faire peur. L'important, c'est d'être pédagogue et de rendre les choses fluides. Huitième et dernier point que je peux aborder là, c'est attention au style un peu abrasif qui est je détiens la science, la technique, c'est descendant, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de relation. Et en fait, ça ressemble à une forme d'agression. Le one-shot n'a aucun intérêt, vraiment. Donc l'idée, c'est de générer une continuité. Le style agressif, en fait, ne doit pas exister dans nos structures vétérinaires. Je crois, par rapport à ce que j'avais préparé, que je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Maintenant, peut-être avez-vous, dans ce que je vous ai raconté ici, des questions, des remarques, des choses sur lesquelles vous aimeriez que je revienne pour que l'on puisse adapter complètement ce contenu à vos attentes et à vos propres problématiques. Alors, je vois un chat. Très bien, on va peut-être faire ça dans l'ordre. Alors, Jean-Jacques, n'y a-t-il pas aussi un déficit de perception de notre propre légitimité sur le conseil? Oui, bien sûr. Je peux d'ailleurs, dans plusieurs sens, je ne sais pas si tu l'envisageais comme ça, mais je peux me sentir sur-légitime et je peux me sentir, dans la plupart des cas, sans la légitimité. Donc, en effet, je pense que si on n'a pas cette conviction sur qui mieux que la clinique vétérinaire a cette légitimité. Donc, une bonne fois pour toutes, je me sens légitime parce qu'en fait, je suis informé, parce que le sujet de la nutrition fait partie intégrante de ma démarche, parce qu'en fait, il y a une attente de recommandations. Tous les micro-trottoirs qu'on peut faire sur le sujet montrent qu'en fait, les personnes qui sont interviewées sur le sujet disent « mais j'ai pas eu de recommandations, j'ai pas eu de conseils ». Parce que souvent, l'ASV et le veto font la question et la réponse en disant bon, « là, il laisse 120 €, je ne vais pas en plus vendre un paquet de croquettes ». Mais déjà, il y a une confusion entre cette recommandation, ma légitimité, mon rôle dans cet océan de conseillers en tout genre. Les vrais conseillers, c'est vous. Donc, en fait, il y a connaître, comprendre et ensuite avoir envie de partager ça avec nos interlocuteurs. Donc, ce sujet de la légitimité, il est fondamental. Et après, moi, je l'avais tourné dans un autre sens, c'est de dire que si je ne me sens pas légitime, en effet, il n'y a aucune chance pour qu'on m'accorde de la légitimité. Mais en fait, tout l'enjeu, c'est bien ça. C'est est-ce que mon interlocuteur me voit comme légitime? Et dans la plupart des cas, en fait, il y a en effet un écart, c'est qu'il me semble plus légitime que ce que je crois. Ce qui me fait un peu raser les murs et en me disant, là, je vais peut-être pas aller sur ce terrain-là. On peut le dire aussi d'une manière un peu plus crue, hein, c'est qu'en fait, il y a bien des gens sur le marché, entre guillemets, qui ne se posent pas ces questions-là, avec cette éthique-là, et qui se sentent légitimes sur à peu près tout et conseillent à peu près en tout.
Donc, le but, c'est pas ça, mais c'est de se dire, là, pour le coup, c'est de votre légitimité et c'est le rôle de la clinique. Alors, derrière ce que tu appelles la culture d'entreprise se profile la motivation de l'équipe à s'investir ou pas. Et si l'équipe ne s'engage pas, difficile d'engager le client. En effet, et puis cet environnement, hein, on est. C'est vrai pour tous nos actes d'achat. Euh, je peux aller dans un resto dans lequel l'environnement va me pousser constructivement, positivement, parce qu'en fait, on va mettre devant moi un savoir-faire de pâtisserie sous cloche, appétissante, parce qu'il y a une certaine gourmandise à évoquer le sujet, etc. Remplir un formulaire parce qu'on se sent obligé, parce que le patron l'a dit, ou bien ne pas y adhérer, ou alors au forceps le caser en 2 minutes et le bâcler, ça n'a pas d'intérêt. Donc cette culture d'entreprise, c'est effectivement un travail en amont et nous ne devrions nous présenter sur un certain nombre de sujets devant nos clients qu'à partir du moment où on a trouvé, quitte à trouver un consensus pour ne pas être dans le trop, pourquoi pas. Mais une équipe qui s'engage, c'est une équipe en fait qui s'est alignée sur comment on en parle, de quelle manière, à quel moment, avec quel passage de main. Minima, il faut se poser en effet ce genre de questions. Alors, est-ce qu'on a... il ne fait pas tout le boulot. Ouais, ouais. On va répondu, je pense, à ces questions-là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, s'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez que je revienne ou que vous souhaitez creuser. Est-ce que c'est bon? Ça a l'air. Ça a l'air, oui. Ça a l'air. Bon, en tout cas, c'était complet, c'était pratique et je pense complètement adapté à nos besoins actuels. Et dans le cadre de ce challenge, mais pas que, je pense que ce sont Ouais, des comme tu parles de culture, enfin des habitudes, un ouais, fonctionnement à modifier pour ce challenge, mais qui pour moi doit rester dans une culture d'entreprise et ouais. doit, Mm. se développer. J'imagine que c'est pas des changements qui peuvent s'opérer comme ça en 2 minutes, mais falloir le temps et je pense peut-être aussi des échanges entre acteurs de la clinique de, comment on fait évoluer les choses et comment pour ceux en tout cas qui ne se sentiraient pas légitimes, comment en tout cas on travaille ensemble à ça. Bien Merci. sûr, et puis c'est vrai que c'est important de ne pas se sentir seul et de se dire qu'en fait, c'est toute la clinique qui met en mouvement l'interlocuteur parce qu'il sent qu'il n'y a pas de faille et qu'en fait, ce n'est pas la lubie d'un veto d'une ASV, Ouais. mais c'est parce que nous croyons en une démarche. On voit cet intérêt de l'animal, on s'intéresse à la vie de nos clients, de nos propriétaires et de leurs animaux. Et ça, c'est quelque chose qui se lit quand on est étranger à une clinique ou qu'on en fait plusieurs. On est capable sans trop se tromper au final, ça ne demande pas de développer des super qualités, mais par comparaison, on se dit, voilà, là, il se passe quelque chose sur ces sujets-là. Et ça, c'est vachement important d'être capable de le constater et de voir comment on peut l'améliorer. C'est pas juste, j'ai des clients motivés ou j'ai des clients qui ont les moyens, donc j'y arrive bien, ou alors je n'y arrive pas. C'est un peu dommage. Il y a Mélanie qui demande s'il y a un petit écrit récapitulatif. Alors Freddy, Je vais au moins, effectivement, alors j'ai fait le choix, je ne l'ai pas dit au départ, ça a peut-être surpris un peu de monde, mais j'ai fait le choix de pas lire des diapos, mais de vous raconter une petite histoire. Et je vais me résumer, parce que je l'ai bien en tête dans la préparation de notre rencontre. Et donc, je vais mettre ça noir sur blanc, et comme ça vous permettra effectivement d'avoir un petit écrit sur le sujet. Ouais. OK, très bien. En tout cas, pour ceux qui auraient, loupé le début de l'intervention, vous allez recevoir automatiquement le lien du replay dans votre boîte mail et puis je vous partagerai, aussi l'écrit. Jean-Jacques: «N'oublions pas que la nutrition, c'est un moyen de fidéliser et un client vous vient en moyenne 7 fois plus souvent qu'un client lambda». Ouais, absolument, ouais. Ah Tu oui, vois? il y a plein d'intérêts à développer le sujet, bien sûr. Et de garder le click and collect, dans la structure vétérinaire. Ouais, ouais, ouais. Ludivine, je ne sais pas si tu as un petit message aussi? Non, merci, ça donne des bons Ah, bah, conseils. c'est Mais cool. merci Merci, beaucoup. Ludivine. En tout cas, merci beaucoup Frédy et puis, Merci. sûrement, comme on a évoqué, sûrement, une prochaine fois pour aller encore plus en profondeur dans le sujet, peut-être sous une autre forme.
Merci à tous pour votre participation et puis, à très bientôt. Puis, bonne chance à toutes les cliniques, qui se lancent dans le challenge à partir, de demain. Bon après-midi. Au revoir Merci encore. Esther, merci à tous. Ouais, bon vent, merci pour la confiance.